Fireblocks, c'est 6 000 milliards d'équivalents de dollars d'actifs qui sont passés sur la plateforme. Donc d'abord, c'est une plateforme qui est extrêmement éprouvée parce qu'il y a eu 0 centime qui a été hacké sur ces 6 000 milliards. 6 000 milliards, c'est grosso modo 3 fois la market cap, la capitalisation boursière globale des cryptos. Donc ce qui est quand même intéressant, Fireblocks n'a que 6 ans et demi. Évidemment, c'est une accélération. On n'est pas flat depuis le début. Donc, sur le dernier trimestre qui vient de s'écouler, sur les 3 derniers mois, il y a 25%, entre 20 et 25% du trafic mondial de la crypto en market cap qui est passé par Fireblocks. Salut à tous et bienvenue sur le podcast de Cryptost. Cette semaine, on va parler de sécurisation de cryptoactifs avec Jérémy Bécache qui représente Fireblocks en France. Salut Jérémy. Hello, salut Gary. Eh bien, écoute, ravi de te recevoir. Déjà, pour commencer, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux un peu m'expliquer ce que fait Fireblocks ? Oui, bien sûr. Fireblocks, c'est très simple. C'est une solution qui vise avant tout à permettre à tout le monde, toutes les entreprises, quelle que soit son domaine d'activité, de très rapidement prendre en charge et facilement les actifs numériques et donc pouvoir lancer un business autour de ces activités-là. Cool, merci. Alors, on rappelle, Fireblocks, quand même, c'est un des plus gros acteurs de l'écosystème crypto, je pense, on peut le dire. Revenons déjà sur toi. Comment tu as rejoint Fireblocks? C'est quoi un peu le... Alors, j'ai fait plusieurs choses. D'abord, j'ai un bagage de sciences politiques, donc ça mène à tout, rien à voir. Ça mène à tout, mais j'ai commencé en plus après ça en finance de marché, dans une grande banque partenaire de Ruby, en France. Et puis, j'étais en front, c'était super, je faisais de la gestion d'actifs. C'est là où j'ai connu d'ailleurs quelqu'un qui est aujourd'hui à la tête de Forge. Et puis progressivement, je me suis dit que en fait, j'avais envie de réfléchir et de changer des choses, participer à la disruption. J'ai rejoint IBM à ce moment-là. Okay. IBM était alors en train de monter une pratique de conseil en France dédiée aux banques d'investissement et qui se focusait sur la transformation digitale, qui est un très grand mot, personne n'a jamais très bien compris ce que ça représentait. On a réussi quand même à mettre des mots au fur et à mesure dessus et je vais vous partager, si tu le veux bien, cette idée-là. C'est que finalement, la transformation digitale, ça se concrétise par le passage d'une économie linéaire. Je dois multiplier X fois les coûts de structure pour conquérir X nouveaux clients, à une économie exponentielle dans laquelle j'ai un coût de structure fixe ou très peu, qui va évoluer à la marge. Mais en revanche, en m'appuyant sur ces fondations-là, je suis capable de croître de manière exponentielle. Et donc, par définition, en ayant un ROI beaucoup plus intéressant. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que finalement, on essayait d'accompagner les banques dans ce genre de trajectoire-là. C'est très compliqué, on est en train d'essayer de manœuvrer des gros paquebots qui ont une inertie forte, avec des directions qui réfléchissent par analogie. Généralement, c'est des gens qui sont brillants, mais qui ont... déjà 40 ans de carrière et donc 40 ans d'expérience qu'ils espèrent appliquer aux nouveaux cas qui se présentent à eux. Et en réalité, c'était un peu frustrant parce que j'arrivais pas à trouver le point de bascule, peut-être théorique ou technologique, je ne sais pas, mais qui permettait d'y arriver. Et en fin de compte, j'ai un peu navigué après le conseil dans les ventes, ensuite la cybersécurité. Et puis, où je trouvais qu'il commençait à y avoir quelque chose. Et puis en déjeunant avec le responsable de sécurité d'un des grands groupes de luxe français, lui me dit à un moment donné, moi j'ai un gros sujet, les directions générales, tu le sais, sont hyper focus sur la cybersécurité désormais. Il y avait eu beaucoup de hacks. Et là, on me pose une question pour une nouvelle orientation stratégique. Quid de la cybersécurité dans le métaverse? Je suis resté complètement idiot, j'ai écarquillé les yeux, j'avais absolument aucune réponse à donner et en même temps je me disais mais c'est évident, pourquoi je n'y ai-je pas pensé avant? Donc je suis rentré vite chez IBM, j'ai cherché par tous les moyens ce qu'on pouvait répondre. Quand on m'a écouté, qu'on m'a pas rionné, on m'a simplement répondu qu'il n'y avait rien et voire même qu'on n'y croyait pas nécessairement. Et donc j'ai fini par regarder par moi-même et assez rapidement de fil en aiguille j'en suis venu à me dire à comprendre qu'il s'agissait en réalité de la sécurité autour de la clé privée. Je pensais tenir une idée de génie. C'était sans doute une bonne idée, mais quelqu'un l'avait eu, ou quelques-uns l'avaient eu bien avant moi, quelques années auparavant.
En l'occurrence, Michael Choaloff, Ida Nofrat et Pavel Bergos, qui sont nos 3 cofondateurs et qui voilà, ont fondé Fireblocks sur cette idée. Ok. Il y avait un job à l'époque qui était ouvert, directeur des ventes pour la France. J'ai postulé, c'est comme ça que ça s'est fait. En quelle année On est au printemps 2022. Ok, donc ouais, plutôt bear market. En fait, quand je suis arrivé, alors j'anticipe peut-être une de tes questions après, mais quand je suis arrivé chez Fireblocks, effectivement, c'était vraiment pas un bon moment. J'avais l'habitude, en venant notamment d'IBM, j'avais l'habitude d'être dans un instinct de survie. IBM, quand on y réfléchit bien, c'est une entreprise c'est la plus vieille entreprise de tech au monde, qui a 130 ans, je pense, désormais, et qui, au travers de ces 130 ans, a survécu à absolument toutes les ruptures technologiques. Parfois les a créées elle-même, les a faites, les a amenées. Parfois a juste été suiveur, mais a survécu à toutes. Et donc il y a une expérience de la survie. Et donc quand je suis arrivé chez Fireblocks, finalement, ça m'a pas changé. Bon, j'étais un peu déçu par rapport à la promesse de la crypto qui pleut du ciel, mais voilà, finalement j'ai fait qu'appliquer des choses auxquelles j'étais déjà rompu. Et en l'occurrence, je me suis dit il y a une stratégie à mettre en place pour le marché français, dans lequel Fireblocks avait déjà, non pas par hasard, parce qu'il y avait eu un travail qui avait été fait par mon prédécesseur, qui est devenu aujourd'hui notre leader régional, Alexandre Chessé, mais là, cette fois, en étant vraiment focus sur la France, je me suis dit, je vais essayer d'incarner Fireblocks, mettre un visage, le personnifier. Je vais également, on était dans un marché qui était encore très fragmenté, dans lequel c'était plus drivé par des SMB et des petites fintech, plus que par des grandes banques ou des grands acteurs, même pas forcément financiers d'ailleurs. Et quand on dit SMB, hein, juste pour préciser, ouais, c'est petite, moyenne société. Des PME en français. Ouais. Mais en tout cas, voilà, des startups dans le sens où elles amènent des nouvelles idées et elles ont une croissance potentiellement forte et donc elles doivent s'inventer, se réinventer assez rapidement. Leur marché n'est pas consolidé. Donc c'est plus dans cette idée-là. Et évidemment, avec la crypto, on comprend bien que c'était le cas. Ouais. Et donc, j'ai essayé de m'adresser en me disant que si on voulait que Fireblocks soit compris et connu, non pas que ça ne l'était pas, parce qu'en réalité, Fireblocks, c'est quand même un grand nom. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est le leader dans sa catégorie, etc. Et vous bossez avec les plus gros exchanges, beaucoup de fondations. Voilà, Mais oui, bien sûr. Et on va revenir sur tout ça. Mais en fait, c'est surtout Fireblocks une boîte qui n'est pas B2C. Ledger, tout le monde connaît parce que c'est B2C. Et tant mieux d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est tant mieux que tout le monde connaisse quand tu es B2C. Ouais. Mais si on prend l'exemple par exemple de Nvidia, personne ne connaissait jusqu'à ce que l'action skyrocket. Voilà, exactement. Et, alors qu'en réalité, c'est un archi-leader dans son domaine, mais il est B2B. Fireblocks, c'est un peu la même idée. C'est l'équivalent, ou en tout cas, ça se donne pour objectif d'être l'équivalent du Salesforce, du CRM ou du Oracle, de l'ERP, etc. Et en fait, c'est pas nécessairement des grands noms connus de tout public, mais c'est des noms qui résonnent quand tu es un pro. Il se trouve que quand on s'adresse à des plus petites entreprises, les gens sont issus, entre guillemets, du retail ou du secteur de la consommation. Ils n'arrivent pas nécessairement avec une grande expérience. En plus, la crypto, c'est quand même un marché qui est relativement jeune par l'âge, donc les gens n'étaient pas nécessairement familiers avec Fireblocks. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'était lui donner des lettres de noblesse en allant systématiquement trouver et potentiellement essayer de faire adhérer les PSAN ou candidats PSAN. On a atteint un taux intéressant, puisqu'on en avait un certain nombre, enfin on en a toujours un certain nombre. En gros, ce que tu dis, c'est qu'en général, Fireblocks s'adressait quand même à des grosses entreprises, et donc l'idée, c'était plutôt d'aller voir ces petits acteurs en devenir et de rendre le produit plus accessible. Le marché français, il a ses spécificités qui ne sont pas les mêmes que le marché UK, que le marché allemand ou que le marché américain ou Asie-Pacifique. Donc oui, les spécificités en France, c'est justement qu'on est sur quelque chose qui est relativement centralisé, dans lequel il y a plutôt une aversion au risque. Ouais. De la part des grandes entreprises qui pour autant font un peu la pluie et le beau temps, et je le dis sans jugement, c'est même pas c'est un constat.
Il y a du bon, il y a du moins bon, mais c'est un constat. Et puis voilà, dans lequel on a aussi un cadre réglementaire fort. Et finalement, en France, je crois, ce qu'on aime bien, c'est s'appuyer sur des gens de confiance. Et donc, je voulais gagner cette confiance en devenant, entre guillemets, c'est moi qui mets ces mots-là, mais la solution préférée d'Epsan. Préférée par le nombre, en tout cas. Ouais. Donc voilà. Et après, le dernier point, c'était une époque, tu te rappelles sans doute, automne 2022, début 2023, on est à une période où il y a énormément de projets de corpos non financières donc d'entreprises CAC 40 ou SBF 120, mais qui sont pas, dont le métier n'est pas financier de base, qui se lancent dans des NFT. Sans aucune trajectoire établie, mais on est dans cette hype de se dire j'y vais, je tente, etc. C'est-à-dire, c'est limite la fin à ce moment-là, parce que souvent ces grands groupes-là voulaient se lancer là-dedans, mais entre l'exécution, la prise de décision et l'exécution, il y a toujours eu un petit Oui, exactement. Et à ce moment-là, je voyais qu'ils se tournaient beaucoup vers des studios Web3, des agences qui étaient généralement composées de jeunes, je m'inclus encore dans les jeunes, mais qui étaient composées de jeunes. Encore plus jeunes. Que moi, en tout cas. Très digital native, qui sont capables justement d'amener cette disruption. Je parlais tout à l'heure des dirigeants qui réfléchissent par analogie. Ils ont besoin de se confronter à d'autres qui justement cassent les codes et arrivent avec des idées qui ont la tête bien faite et qui arrivent avec des idées novatrices et qui sont capables de secouer un peu le cocotier. Donc je pense que c'était hyper intéressant d'avoir cette espèce de rencontre des deux mondes. Mais rencontre des deux mondes duquel nous, du coup, on ne faisait pas partie. Parce que ces jeunes en question ne connaissent absolument pas Fireblocks, connaissent éventuellement, tout à l'heure je mentionnais Ledger, connaissent éventuellement le hardware wallet Ledger qui est facile, etc. Mais bon, qui connaissent peut-être aussi le wallet en ligne avec une URL et c'est terminé. Mais qui du coup se pose pas tellement la question de savoir est-ce que c'est conforme aux guidelines d'un grand groupe. Donc moi je ramais pour parvenir à positionner Fireblocks là-dedans et je voyais bien que c'était compliqué. Donc en fait il a fallu aussi repenser un peu les choses différemment et donc c'était le troisième objectif stratégique sur lequel j'ai travaillé tout de suite. Là encore issu de mes expériences passées, qui était de dire je vais m'appuyer, je peux pas être partout. Fireblocks était en train de grandir très fortement, pour autant on était encore on était moins structuré qu'on l'est aujourd'hui. Et donc je me disais c'est bien, j'ai des équipes, mais ça va pas être suffisant. On peut pas sillonner la France et anticiper des projets sur lesquels on n'a pas connaissance. Ouais. On n'a pas encore un maillage suffisamment complet. Donc tant que le maillage il n'est pas plus resserré, il faut qu'on s'appuie sur un écosystème de partenaires qui peuvent nous référer, qui peuvent parler de nous, qui peuvent nous appeler pour nous proposer, etc. Et créer les conditions évidemment d'intéressement mutuel pour y parvenir. Je ne parle pas nécessairement financier, mais si à la fin ça finit toujours par financier. Mais quand même développer des partenariats du coup. Donc développer des partenariats avec des grandes boîtes de conseil, bien évidemment, quel que soit l'échelon. Donc des boîtes de conseil à la fois traditionnelles, Deloitte, KPMG, etc., mais aussi des boîtes de conseil plutôt Web3. Exactement. Et donc c'était arrivé à faire tout ça. Donc là, j'allais dire, on est sur l'axe projet intégration. Et puis après, c'est aussi, de manière un peu plus horizontale, sur toute la chaîne de valeur qu'on va avoir au sens technologique, c'est-à-dire la solution de KYC en amont, la solution de ad accounting en aval, etc. Donc finalement, avoir cette espèce de vue panoptique sur le marché, qui, si elle ne vient pas de mes yeux, vient des yeux d'autres, mais au moins me permet de savoir où on en est. Et je ne veux plus être... J'ai terminé, d'ailleurs je faisais une présentation à ce moment-là à mon VP européen en lui disant je ne veux plus être à la ramasse, je veux être en avance sur les coups. Okay. Donc il faut qu'on se donne les moyens d'y arriver. Ces éléments-là, essayer d'y participer en tout cas. Ça marche. Et peut-être rappeler un peu Fireblocks, donc aujourd'hui c'est quand même, comme tu as dit, le leader de la custody
donc la préservation de crypto dans le monde. Vous travaillez avec les plus gros exchanges et peut-être avec les plus grosses solutions aussi. Enfin, en gros, vous êtes un peu la solution de garde de référence. Et c'est intéressant parce que en termes de custody, est-ce que justement, où il n'y a pas normalement, on est dans un écosystème qui se veut peut-être plus décentralisé. Est-ce que justement, vous n'avez pas, vos décisions n'impactent pas le marché d'une certaine manière? Alors, il y a deux éléments dans ta question. On va les traiter l'un après l'autre. Yes. D'abord, le premier, c'est Fireblocks, qu'est-ce que c'est? Donc, tout à l'heure, je disais, notre mission, c'est vraiment d'arriver à équiper n'importe quelle entreprise sur n'importe quel cas d'usage, évidemment lié aux actifs numériques, avec une solution qui soit extrêmement facile de prise en main pour mettre en œuvre une stratégie autour des actifs numériques. Donc pour y parvenir, nous, on fournit une solution qui est complète, qui est une plateforme API-driven avec on top une couche d'interface utilisateur, du UI, qui va permettre d'émettre, de conserver, de gérer, de transférer des actifs numériques à l'échelle, au plus haut niveau de sécurité, aujourd'hui sur le marché, en tout cas est attendu du régulateur et des entreprises les plus exigeantes, et cela en toute transparence. Fireblocks pour autant, et donc ça va faire le pont avec ta deuxième question, n'est pas un custodian. On a des concurrents qui font un peu un mix des deux. Nous, on est très clair là-dessus, on n'est pas un custodian. On n'est pas un custodian, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on fournit une technologie à des clients qui sont possesseurs de leurs clés privées, voire qui en déportent la responsabilité de la détention vers leur utilisateur final. Donc à ce moment-là, on est en B2B2C. Mais nous, à aucun moment, on ne peut ni interagir avec la clé, ni avec bien sûr les actifs, ni avec les politiques qui sont mises en œuvre à l'intérieur, ni quelconque type d'activité. On n'a rien. Et si jamais, par le plus grand des malheurs, Fireblocks venait à disparaître du jour au lendemain, la réalité, c'est qu'on ne laisse pas nos clients partir en production sans ça. On force nos clients à passer par l'étape obligatoire de backup recovery. Donc en fait, on va déterminer avec eux les modalités pour qu'ils puissent, le cas échéant, pouvoir accéder à une copie chiffrée de leur clé, pour le dire simplement, et à partir de là, reconstituer les dérivations vers les wallets et donc recouvrer leurs actifs sans Fireblocks. Les API sont maintenus. Ce qui n'est pas maintenu, éventuellement, c'est l'UI. Bon, on peut s'en passer. Voilà. Mais ça a plein d'implications. D'abord, la première implication, c'est qu'en fait, on peut se passer de nous. Donc, ça répond à ta question. La deuxième implication, c'est que bien qu'il y ait des tas de discussions au sujet de cette interprétation, notamment d'un régulateur à un autre, donc d'un pays à un autre ou d'une juridiction à une autre, il semblerait aujourd'hui, au moins en France, qu'on se dirige vers le fait que Fireblocks n'est pas considéré au titre de DORA comme un critical service provider. Ce qui signifie que on n'a pas nécessaire. Ce qui signifie d'abord que si jamais on disparaît, on n'impacte pas la continuité d'une activité d'un de nos clients. En fait, c'est ça, dans les termes, ce que ça veut dire. Et ça signifie également que on allège pour les entreprises le process de souscription à ce service-là. Pourquoi? Parce qu'elles ne seraient pas obligées, si c'était confirmé, elles ne seraient pas obligées de mener l'audit elles-mêmes des systèmes de Fireblocks, etc. Ce qu'on fait bien volontiers dans d'autres juridictions, c'est le cas par exemple en Allemagne, donc c'est pas du tout un sujet en soi, mais c'est vrai que ça alourdit beaucoup le process de go-to-market pour n'importe quelle entreprise qui voudrait se lancer dans une activité régulée. Donc en fait, notamment les banques. Donc en fait c'est important. Nous, bien évidemment, on passe notre temps à être audité, certifié, pentesté, etc. On veut certainement pas avoir un impact négatif sur le business. On est un vecteur, un accélérateur de business autour des actifs numériques, mais en aucun cas on doit être un frein. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Prenons peut-être un exemple concret. Donc si par exemple, je sais pas, est-ce que tu peux divulguer un exchange avec lequel vous travaillez où tous les exchanges sont secrets? Non, pas du tout. Il y en a...
Je sais pas, sur au hasard, par exemple, un gros exchange. Bah, on pourrait prendre l'exemple de Deribit parce que c'est un bon exemple. Ok. Deribit, enfin, tu avais peut-être une question Ouais, non, sous-jacente, ouais, non, la question, c'est par exemple sur Deribit, tu as quand même différents tokens. Quoique Deribit, je sais pas si c'est compatible avec plein de chains, parce que c'est des futurs, non? c'est des dérivés, ouais. Des dérivés. Voilà, mettons, en tout cas, voilà, prends l'exemple d'un exchange spot où tu as plein de cryptos sur ces exchanges-là. Donc, en gros, quand en fait, tu fais un dépôt en token sur la plateforme en question, il y a votre solution à vous, c'est vous qui générez les wallets, etc. Et la question que je me posais, c'est que, in fine, on est quand même dans un écosystème où, bon, d'un côté, il y a quand même l'écosystème Ethereum avec plein de layer 2, et donc quand c'est EVM compatible, c'est simple d'intégration. Et encore quoique, si c'est un L2 ou pas. Mais je veux dire, quand il y a plein de nouvelles blockchains qui émergent, en termes d'intégration, c'est pas forcément facile. Comment vous gérez en fait le fait qu'il y ait plein de blockchains? Est-ce que vous allez intégrer toutes les blockchains ou, Ouais. Alors, d'abord, donc en fait, quand tu travailles avec un exchange, un exchange, il fonctionne comme une banque en réalité. Donc, le problème des exchanges, c'est que si tu penses aux principaux, genre les Binance, les Kraken, etc., en fait, c'est un peu touchy dans le sens où eux vont avoir développé leur propre tech in-house, mais en réalité, il n'y a pas de wallet derrière le compte de chaque utilisateur. En fait, un utilisateur est un compte en banque, sauf que c'est une banque pas régulée, ou régulée marginalement. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que les exchanges vont utiliser ce qu'on appelle de l'omnibus derrière pour pouvoir netter la somme de plusieurs opérations avec des batchs. Voilà, et donc optimiser. Avec moins d'anglicisme. Ok, je vais essayer de la faire différemment. Donc en fait, tu es un compte en banque. Toi, tu passes un ordre. Gary vend à Jérémy 10 Ethereum. Et Jérémy vend à je ne sais qui, Brigitte, 5 Ethereum. La somme de cette opération, c'est plus 10, moins 5. Donc l'exchange ne va pas en réalité faire deux opérations pour écrire. Il va en passer qu'une seule. Donc il va netter, faire la somme, consolider de ces deux opérations, prendre le résultat net donc, et c'est cet ordre-là qu'il va passer sur la blockchain. Ça lui permet bien évidemment d'optimiser les frais, potentiellement de réduire les risques inhérents à la transaction. Pour autant, ça signifie aussi que pendant ce temps-là, on est dans un fonctionnement exactement comme une banque. C'est-à-dire que derrière, j'ai un order, j'ai un système, un OIMS, Order Execution Management System, qui va essayer de faire de la comptabilité finalement et de l'écriture purement comptable sur les comptes. Et si jamais l'exchange disparaît au milieu, il y a de fortes probabilités pour que le ratio de liquidité ne soit pas de 100%. A priori, quand tu m'envoies 10 et que je renvoie 5, l'exchange potentiellement, il n'a pas du tout ça. Voilà. Donc en fait, on n'est pas dans le même fonctionnement avec des wallets, etc. Il y a des exchanges, tout ça pour dire ça, il y a des exchanges challengers qui, eux, effectivement se disent, moi je vais avoir une approche un peu différente. C'est là où tu vas pouvoir effectivement commencer à avoir le côté, soit j'ai des wallets de custody, direct custody, donc ce que peuvent avoir les exchanges, les plus gros exchanges, mais généralement ils préfèrent travailler entre eux, enfin regrouper sur eux-mêmes. Mais donc des wallets de direct custody, je conserve les actifs de mes clients sur des wallets sécurisés, etc. Voire potentiellement des wallets non custodiales du point de vue de l'exchange ou de l'entreprise en tout cas qui est souscriptrice sur Fireblocks et qui va donc créer des wallets qui sont au nom de l'utilisateur final, qui peuvent être complètement dissimulés au sein d'un parcours digital Web 2, enfin du choix de ce que notre client, donc l'entreprise, souhaite faire au travers de son front-end. Mais donc potentiellement, voilà, ce que je veux dire, c'est que le wallet peut tout à fait être abstrait derrière un parcours digital. Et dont la clé, un bout de la clé en fait, mais la clé va être sous la détention directe du client final. Donc ça c'est aussi possible, on va le retrouver. Là où je voulais en venir tout à l'heure en prenant l'exemple de Deribit, mais c'est qu'un exemple parmi d'autres, mais en prenant l'exemple de Deribit, c'est que, ou plus récemment de M2 là, aux Émirats, même si on est encore en phase de clarification, c'est que Deribit s'était fait hacker.
Et en fait, à un moment donné, il y avait eu une attaque très simultanée sur tous les différents comptes qu'ils pouvaient avoir. Ok. Pour la faire très simple, c'était tous, sauf Fireblocks, qui avaient réussi à être hackés. Ok. Donc du coup, Deribit avait fait un statement public, une déclaration publique. Donc là, je crois qu'on est en novembre 2022 justement, en disant, on a décidé de tout migrer sur Fireblocks. Ok. Donc, je fais un peu le lien avec tout à l'heure ta question de dire quel est l'impact de Fireblocks. Il n'y a pas un impact négatif. Au contraire, il y a un impact positif pour rassurer le marché. Le mot de confiance, c'est un mot que j'ai envie d'essayer d'employer le plus possible au travers de cette discussion, parce que c'est, je crois, en filigrane ce qui est le driver de l'adoption des cryptos et ce sur quoi Fireblocks mise beaucoup. Donc met l'accent dans son développement. Là, en l'occurrence, on essaye d'apporter de la confiance partout où on va, pour plein de manières différentes. Mais c'est avec les exchanges un des points importants. Il faut bien comprendre un truc. Fireblocks, c'est 6 000 milliards d'équivalents de dollars d'actifs qui sont passés sur la plateforme. Donc d'abord, c'est une plateforme qui est extrêmement éprouvée, parce qu'il y a eu 0 centime qui a été hacké sur ces 6 000 milliards. 6 000 milliards, c'est grosso modo 3 fois la market cap, la capitalisation boursière globale des cryptos. Donc ce qui est quand même intéressant. Fireblocks n'a que 6 ans et demi. Évidemment, c'est une accélération. On n'est pas flat depuis le début. Donc sur le dernier trimestre, qui vient de s'écouler, sur les 3 derniers mois, il y a 25%, entre 20 et 25% du trafic mondial de la crypto en market cap qui est passé par Fireblocks. Ok. Quand je dis passé, c'est-à-dire a été stocké à un moment donné. En équivalent, il y a 20-25% de la market cap totale des cryptos qui a transité sur Fireblocks. Okay. Alors, ça peut être deux contreparties qui passent leur temps à s'envoyer des choses, hein, mais dans l'idée, c'est ça. Okay. Donc, c'est si tu veux, l'impact de Fireblocks, on peut se dire, oulala, c'est très gros, c'est central, etc. C'est pas centralisé. Même si ça a un rôle central, ce n'est pas centralisé. Et surtout, qui d'autre aujourd'hui peut se targuer de sécuriser autant que Fireblocks et donc de contribuer à rassurer tout le monde aujourd'hui dans le monde des actifs numériques. Personne en fait. Oui, justement, d'ailleurs, en termes de concurrence, ça donne quoi? Parce que est-ce que vous avez des concurrents qui arrivent vraiment à vous concurrencer, ou les concurrents sont vraiment en dessous en termes de volume traité? En termes de volume traité, c'est sans commune mesure. Après, tout dépend de ce qu'on appelle la concurrence. En fait, ça va dépendre déjà des régions. Si on regarde en France, on ne va absolument pas trouver la même chose qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on va avoir des solutions qui peuvent être très différentes. Que ce soit, je ne sais pas, est-ce qu'on mettrait dans cette catégorie Coinbase, par exemple, comme étant un concurrent à ce moment-là? Effectivement, voilà, mais c'est des vraies questions. Effectivement, Coinbase Custody, d'une certaine manière, oui. C'est des vraies questions. D'ailleurs, à ce sujet, tout à l'heure, je disais Fireblocks ne fait pas de custody. J'ai pas menti, mais j'ai omis un point que je précise maintenant, c'est qu'aux États-Unis, le régulateur, la SEC, a demandé à un nombre très limité d'acteurs, 3, c'est ça? Ouais, de faire de la custody d'être les fournisseurs officiels, stampés, quoi, de custody pour les boîtes qui voudraient se lancer dans l'attente d'une réglementation nationale, on va dire, fédérale, aux États-Unis. Donc, c'est le seul endroit où Fireblocks a dû créer une entreprise à part qui est dédiée à ça, et c'est exclusivement pour le marché américain. Mais donc du coup, là, à ce moment-là, oui, Coinbase, bien évidemment, devient... Mais sinon, on n'est pas dans le même registre, on ne propose pas la même chose. Donc c'est un peu les goûts de chacun, mais on ne propose pas la même chose. Maintenant, est-ce qu'on peut se comparer, je ne sais pas si je dis en France, avec des solutions autres? Je vais le voir un peu par segment de marché. Il y a les banques, il y a les SMB, les fintechs, et puis il va y avoir tout ce qui est très Web3, enfin ce que nous on appelle Web3, qui ne rentre pas dans une catégorie financière, pour faire simple, ou de paiement, voilà, pour faire très simple.
Et donc, typiquement, dans lequel on va retrouver des projets autour de fidélité. C'est vrai que je fais beaucoup d'anglicisme. Autour de fidélité, de programmes de fidélité, de NFT, autour de tokens dans les jeux vidéo, etc., etc. Donc ça, c'est le Web3. Et là-dessus, on va aussi retrouver des concurrents, j'allais dire, un peu différents, ou en tout cas des réflexes chez nos interlocuteurs qui vont les amener à benchmarker avec des fournisseurs qui ne seraient pas les mêmes, évidemment, que ceux pour les banques. Au niveau des banques, la vraie question, elle va se situer autour de potentiellement des options de déploiement. Est-ce que je fais du SaaS? Est-ce que je fais du HSM, donc complètement on-prem avec un single signer? Est-ce que je fais potentiellement un mix des deux et donc je fais un HSM seal de mes clés, de mes bouts de clés que je vais avoir MPC? Sans rentrer dans des énormes barbarismes techniques, on va avoir ces différents cas-là. Et il y a eu, dans les phases d'expérimentation des banques, en France, il y a eu des choix très divers qui ont été faits. Ok. Société Générale n'a pas fait le même choix que KCIS, qui ne fait pas le même choix que d'autres banques, là pour le coup on ne peut pas dire les noms, mais qui sont en train de se lancer, etc. Le sujet, c'est que beaucoup de banques, aujourd'hui, reviennent, pas qu'en France d'ailleurs, hein, reviennent vers Fireblocks en disant « J'ai fait un choix qui n'était pas Fireblocks, pour X raisons. » Bon, il y a 3 ans, on était aussi moins avancé, hein, mais pour X raisons. Et en fait, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas passer en production, je ne peux pas mettre à l'échelle avec la solution que j'ai prise, qui n'est pas Fireblocks. On va retrouver, dans le cas des fintech, exactement la même chose. Dans le cas ça ne sera pas les mêmes acteurs qu'on va avoir en face de nous, mais en revanche, on va retrouver des acteurs qui sont des solutions très challenger, qui proposent bien souvent des pricing qui sont très fixes, qui ne sont pas en fait du tout indexés à l'usage. Donc c'est tentant pour une petite entreprise de se dire bon bah attends, moi je vais payer 5000 balles à l'année, ce que Fireblocks propose aussi, en parenthèse comme offre de départ, mais je vais proposer 5000 balles à l'année pour commencer, et puis au moins je suis sûr, j'ai un coût fixe, je suis sûr que ça ne va pas évoluer, etc. Mais bien que ce raisonnement-là s'entende, en fait, il va à l'encontre du principe même de l'entrepreneuriat qui est que potentiellement j'ai besoin de me développer derrière. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur une solution qui n'a aucun moyen de scaler? Ouais, après, moi je pense que c'est un vaste débat parce qu'effectivement, c'est un vrai débat. Ouais. C'est un vrai débat parce qu'en fait, si tu veux, ces solutions-là aujourd'hui, elles mentent pour 2 raisons. La première, c'est qu'elles te disent « Moi, t'inquiète, tu peux venir chez moi, je sais faire. » Bon, elles sont éprouvées très moyennement. Donc ça, c'est déjà le premier point, c'est embêtant. Mais on grandira ensemble. Ok, mais rien ne le prouve. Et le deuxième point qui est important, c'est que ce sont des solutions qui, justement, ont un pricing qui est fixe. Si je prends le cas de Liminal en Inde, Liminal est très au point d'un point de vue sécurité. Liminal, d'ailleurs, c'est quoi? C'est une solution concurrente? C'est une solution de wallet, MPC, Okay. Tout ce qui est plus honorable. Je crois que ça, on ne les voit pas du tout en Europe, mais je crois que ça marche pas trop mal en Inde et en Asie-Pacifique. Bon. En tout cas, là-bas, je sais que c'est un concurrent qui est un peu plus, ou un compétiteur plutôt, qui est un peu plus présent. Liminal a, dans ses terms and conditions, vous pouvez aller voir sur Internet, c'est lisible pour tous. A une astérisque en bas à gauche, article 34, alinéa 12 bis, je simule la peine, mais c'est à peu près ça, disant que certes, le prix maximum qu'on peut payer, et qui est tout illimité, de 75 000 € à l'année, c'est super chouette, mais que Liminal se réserve le droit, même durant la période de souscription, et sans que cela casse le contrat, de modifier ce prix. Ça montre quelque chose, c'est que tu ne peux pas te développer, aller chercher des levées de fonds, etc., rassurer ton marché, si tu n'as aucun moyen de générer des revenus. Il y a, et d'ailleurs, ces solutions-là, aujourd'hui, elles peinent à finaliser des tours de table, de sites, de série A, etc. Et donc, en fait, là où elles amènent donc, un mensonge au marché, c'est que, justement, elles n'amènent pas la confiance. Elles amènent aujourd'hui une solution de court terme qui, en réalité, n'a aucun moyen de rassurer sur le long terme. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, les solutions seront obligées de replatformer parce que ces petits challengers auront disparu,
Ou alors, s'ils n'ont pas disparu, c'est parce qu'ils auront changé leurs conditions tarifaires. Et à ce moment-là, ces entreprises-là seront assez embêtées également. Ouais. Ce que je dis en gros, c'est que c'est dans l'intérêt finalement des clients de payer plus cher pour un service, enfin de payer à sa juste valeur. Pas plus cher. Il y a une valeur juste. Ah ouais. La valeur juste, c'est une rencontre entre un besoin. Ce besoin, il est drivé par où j'en suis aujourd'hui et quels sont mes pain points. Qu'est-ce qui se passe si je fais rien? Où est-ce que j'ai envie d'atterrir et quel est mon scénario idéal? Et du coup, qu'est-ce que j'en attends? Quel positive business outcomes? Ça peut être plus de revenus, ça peut être moins de coûts, de charges, ça peut être moins de risques. Mais qu'est-ce que réellement j'en attends et que je peux quantifier? Donc pour y arriver, de quoi j'ai besoin? Quel type de capacité? Il faut les nommer. Comment est-ce que je les mesure? Comment est-ce que je les évalue? Et de quelles preuves j'ai besoin pour me rassurer et pouvoir prendre une décision éclairée? Rassurer en interne et donner les éléments de décision, mais aussi benchmarker par rapport à la compétition, par rapport aux solutions alternatives qu'il peut y avoir. Le point ici, c'est que ces besoins-là doivent rencontrer aussi une technologie. La technologie, en l'occurrence, Fireblocks, c'est une solution qui est hyper complète. Tu ne vas pas tout utiliser, tu n'en as sans doute pas besoin d'ailleurs. Et puis encore une fois, elle est aussi bien faite pour des business qui peuvent faire tourner des milliards par mois, des milliards de milliards par mois. On a en France un grand market maker qui fait plusieurs milliards par mois avec Fireblocks. Mais on a aussi des solutions qui commencent avec des packages à 5 000 € à l'année, payés au mois, sans engagement, et qui en réalité font 3 francs 6 sous et ont 5 wallets. Mais l'idée fondamentale, c'est justement qu'il faut trouver le bon prix qui correspond à la valeur attendue. Ouais. Et ça, c'est mon travail. Okay. Et mon travail, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait à la fois de la cohérence et surtout que les personnes, mes interlocuteurs, j'espère que ce qu'ils en retirent des échanges qu'on a ou avec les équipes, c'est qu'on n'essaye pas de vendre une solution sur étagère, on essaye de vraiment faire une solution qui est le plus customisée. Évidemment, on a un stack technologique qui est là, et c'est comme ça, mais je veux dire, de faire en sorte que ce soit le plus personnalisé possible. Le but, c'est justement de trouver une confiance. Nous, on a la chance de représenter une solution qui n'a pas besoin de maximiser son annual recurrent revenue, son ARR, la première année, à la différence de nos challengers ou des solutions alternatives sur le marché. On n'a pas besoin de ça. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est plutôt dire, voilà, on s'inscrit ensemble dans une relation de confiance sur le long terme, 2 ans, 3 ans en crypto, c'est quand même assez long terme. Mais bon, j'ai signé aussi des contrats de 5 ans, ce qui est pas mal également, mais voilà, dans l'idée. Et on donne les conditions à la fois d'accompagner sur le build, sur la création du produit, puis après. Oui, voilà, c'est ça, exactement, sur la mise en œuvre. Alors, on ne fait pas à la place des gens. Oui, bien sûr, mais voilà, en tout cas, ça peut être sur des professional services pour essayer d'aider à faire de l'intégration ou guider sur l'intégration API entre le core IT derrière et le produit Fireblocks ou l'intégration de wallet dans le front-end, etc. Ok. Il y a des services de business advisory. Donc business advisory, ça va être typiquement, je vais parler à l'oreille des dirigeants, je vais leur expliquer pourquoi est-ce que la tokenisation, c'est vachement bien, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est comme ci, c'est pas comme ça. Ouais. Voilà ce que les autres ils ont fait. Oui, il y a des business qui ne sont pas en rapport direct avec la blockchain. Oui, et qui du coup permettent de finalement, c'est un peu ce que ferait un BCG, un McKinsey, etc. ou un Bain, c'est de dire, je viens, évidemment le projet il est déjà lancé, mais je viens cimenter l'idée et construire autour et faire cascader ces idées-là stratégiques en projet et donc en réplication de tech derrière. Okay. En fait, c'est un peu ça. Et après, on va avoir aussi des services type Tokenization Services. On a fait l'acquisition Fireblocks a fait l'acquisition de Blockfold, qui était l'éditeur, pareil, peu connu, mais leader absolu dans sa catégorie de smart contracts. Qui avait fait notamment
des projets avec la Banque internationale, des règlements sur le projet Mariana, par exemple, qui est un projet de CBDC transfrontalier entre Banque centrale France, Suisse et Singapour, qui avait travaillé avec Fireblocks sur l'émission d'un stablecoin pour la Banque nationale australienne, etc. etc. Donc, on en a fait l'acquisition, c'est une équipe hyper experte, et donc pareil, ils vont éditer des smart contracts, dont certains sont des templates en bibliothèque qu'on utilise, et qu'on revend comme ça, quoi, sur étagère, et d'autres qui vont être customisés, et j'ai énormément de projets de tokenisation où on travaille ensemble. Donc le build, ça c'est important. Ensuite, il y a le run. Bon, le run, c'est évidemment de quoi j'ai besoin au quotidien avec Fireblocks, donc on va pricer en fonction de l'usage. Et puis derrière, il va y avoir le scale, donc toutes les conditions de croissance transparentes, avec des prix qui peuvent être fixés à l'avance, et puis on va maintenir un dialogue continu, etc. Tout ça pour dire quoi? Que non, on n'est pas censé être cher, on est censé être au prix le plus juste en fonction des besoins de nos clients. Ok, très clair. Dernière question, Jérémy, c'est quoi aujourd'hui les différences que tu remarques entre le marché français et le marché américain? Alors, je ne suis pas suffisamment spécialiste du marché américain pour pouvoir en parler de manière éloquente. Ouais. Ce qu'on peut remarquer de manière très factuelle, c'est que le marché américain, il a subi un coup d'arrêt important parce qu'il n'est pas réglementé, ou en tout cas, la réglementation qui était en place, c'était Don't Touch. Ouais. Donc forcément, ça n'aide pas. Chez Fireblocks, on a, alors je ne sais plus depuis quelle année je l'ai noté, je crois que c'est 2021. On a à notre board, non, il n'est pas au board, pardon, il est juste advisor. On a Jay Clayton, qui est l'ancien chairman de la SEC, qui donc est le conseiller réglementaire de Fireblocks. Donc Fireblocks navigue dans cet environnement-là. Mais c'est vrai que on est aujourd'hui le jour des élections américaines. On va voir ce que ça va donner. Si, comme les banques semblent le prédire, je parle des banques volontairement, puisque ça fait partie de nos cibles, Trump venait à l'emporter, vraisemblablement, on s'attend à ce que ça réinjecte de la liquidité sur le marché et que ça libère des freins, on va dire, réglementaires, ou en tout cas du gendarme financier américain. Donc, il est possible que le marché américain, tout d'un coup, boom très fort. Ce qui peut se passer, c'est qu'en France, on se retrouve à devoir faire face à une espèce de raz-de-marée d'un coup d'entreprises américaines qui se sont déjà lancées dans des produits tokenisés, par exemple, et qui se lancent sur le marché européen d'un coup, très rapidement, parce qu'ils ont la force de frappe, parce qu'ils sont déjà équipés, etc. Et qu'en fait, nos acteurs traditionnels se retrouvent malheureusement à la ramasse par rapport à ça. Tokenisation de quel type de produit en particulier? Bon, on a tous entendu parler, bien évidemment, des ETF Bitcoin, Ethereum, de BlackRock, d'ailleurs construits sur la plateforme Securitize qui s'appuie sur Fireblocks pour le faire. Donc, ce sont des smart contracts Fireblocks et ce sont des wallets Fireblocks. Mais en réalité, il y a potentiellement plein d'autres choses. En fait, aujourd'hui, on peut nommer tous ces trucs-là, j'étais déjà dans l'idée suivante. Bien sûr, on va retrouver des dépôts tokenisés, on va retrouver des prêts, on va retrouver des notes, etc. Mais on commence aussi à rentrer sur des produits un peu plus aboutis qui vont commencer à être tokenisés. On pense beaucoup à Real-World Assets. Peut y avoir aussi d'autres types d'actifs. Real-World Asset, par exemple, en France, un projet assez monumental qui s'est lancé, c'est celui de la tokenisation de carrières d'étalons. C'est-à-dire qu'il y a des talons... ah oui, pardon, oui, des talons, des chevaux oui. de course. Oui. En fait, là où c'est intéressant, et c'est pour ça que ça a des grandes chances de fonctionner, c'est parce que ce projet, par exemple, s'appuie sur en fait, des actifs qui existent déjà et une connaissance très fine de ce métier. Ouais. Donc il y a des haras, il y a des poulains, avec un taux de conversion en étalons qui est suffisamment intéressant pour
que ça soit valorisé et valorisant. Ouais. Et puis en fait, en gros, vous achetez aujourd'hui un poulain, je sais pas moi, dont la valeur vaut 500 000 euros. Mais en fait, vous achetez pas le poulain, vous achetez sa carrière future, donc ses revenus futurs. Ouais. C'est évidemment spéculatif dans le sens où il y a toujours une part de risque, hein, un pourcentage non négligeable que ça ne se réalise pas, cette promesse. Mais pour autant, si la promesse se réalise, donc le poulain qui devient un étalon et qui gagne des courses, ou en tout cas qui génère des gains, ben, vous touchez une proportion de ces gains. Et c'est facilité donc l'accès à un nouveau produit d'investissement. Exactement. Et en fait, c'est facilité, oui, à un produit auquel on n'aurait pas accès aujourd'hui. Alors là, j'ai pris ça parce que c'est un peu exotique, mais en réalité, on peut penser à d'autres projets qui ont essayé de se lancer sur le même ordre d'idée. Mais là où c'est intéressant, c'est que la démocratisation de ces différents produits auxquels aujourd'hui on n'a pas accès parce que trop coûteux, parce que trop réservé à des fins connaisseurs, etc., finalement participe, à mon sens, à une opportunité d'abord populaire, mais aussi à quelque chose qui peut viser à pacifier la société. Aujourd'hui, on est dans des sociétés qui sont tendues, dans les démocraties occidentales en particulier, et donc d'avoir des produits tokenisés, donc qui sont démocratisés, de manière, on va le résumer simplement, finalement peuvent apaiser, je crois, certaines tensions et donner des chances égales, ou en tout cas équitables à tous, de participer au financement de l'économie. Ça, c'est un des exemples, mais il n'y en a qu'un seul en France, à ma connaissance, sur le real world asset, qui est à ce point lancé. Il en faut d'autres. On parlait tout à l'heure de banques, il y en a une dont je ne peux pas citer le nom, mais qui bientôt lancera un stablecoin euro. C'est très intéressant, on va se lancer multi-chain, etc. C'est super. Mais qu'un intérêt derrière sous-jacent, c'est qu'ils peuvent aussi lancer des money market funds. Parce que c'est un asset manager et qu'ils ont cette connaissance métier. C'est aussi également un custodian, enfin c'est aussi un conservateur, donc ils savent également faire ça. En fait, si on y réfléchit bien, ils ont le pouvoir potentiellement de cutter absolument tous les intermédiaires aujourd'hui et, j'allais dire, de réaliser la promesse du Web3, même si ça reste centralisé autour d'une entité, c'est-à-dire de ne plus être dépendant de plein de tiers différents et de pouvoir mener souverainement sa propre barque. Là où c'est intéressant, c'est que ça va réduire les coûts extraordinairement et ça va leur permettre, a priori, de prendre une position rapidement de leader sur le marché. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est la vision qu'ils ont. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que ce genre d'exemple-là, c'est aujourd'hui ce qui va peut-être freiner les boîtes américaines. Donc je reviens sur ta question France-Amérique. Les boîtes américaines, parce que la réglementation ne leur permettait pas, n'ont pas pu aujourd'hui s'affranchir de ces intermédiaires. BlackRock, pour son Beedle, s'appuie sur un transfer agent, s'appuie sur Circle pour l'USDC. Circle vient de te dire que quand tu veux minter des volumes conséquents, je ne sais plus combien c'est, mais au-delà de 100 000 USDC, je crois, tu vas payer 3 bips. Donc 0,03%. C'est quand même assez important. Quand une marge elle est de l'ordre de 5 à 10 bips, de payer 3 sur déjà un seul tiers, tu te rends assez vite compte que c'est un business qui potentiellement ne va pas être très profitable ou va l'être marginalement. Ouais, donc tu as tout intérêt à remonter un peu la chaîne de valeur pour tout internaliser. Exactement. Et donc, à la limite, le moyen de défense qu'il pourrait y avoir en France, en Europe, c'est peut-être celui-ci. De se dire, le temps de l'expérimentation, le premier horizon de temps de l'expérimentation, allez, on le met vite derrière nous. On en a tiré quelques leçons, on le met vite derrière nous. On passe à un second désormais, qui est celui de l'acclimatation à marche un peu forcée, dans lequel je vais commencer à mettre en place des process autour de la blockchain qui vont m'aider progressivement à me délester de process traditionnels. Et donc à créer un nouveau cadre opérationnel qui aujourd'hui est peut-être pas encore existant, et c'est pas nécessairement quelque chose qui se veut exclusif, ça peut être tout à fait collaboratif entre plusieurs banques ou entre plusieurs établissements financiers de manière générale. Si on prend des exemples de néobanques par exemple,
Une néobanque peut tout à fait se dire, moi c'est pas mon métier aujourd'hui, je suis que dans la distribution, c'est pas mon métier aujourd'hui d'aller de faire moi la custodie des fonds. Donc je vais peut-être participer avec d'autres, mais au moins je veux le faire de manière blockchainisée. On sait par exemple que sur le post-marché, il y a un impératif de passage désormais le settlement à J+1, ça veut dire qu'à J0, il faut avoir, donc au moment, le jour même de l'exécution d'un ordre, il faut avoir pu rassembler un certain nombre d'informations sur la livraison. Donc pour que le règlement livraison se fasse bien à J+1, il faut c'est déjà un enjeu extrêmement fort. Cet enjeu-là, aujourd'hui, il y a deux choix. Soit on se dit on suit un process traditionnel, on multiplie des coûts pour satisfaire les clients existants, donc on est dans cette économie linéaire que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Ou alors on se dit, finalement, je m'appuie sur le fameux DLT, enfin en tout cas, je m'appuie sur la blockchain, et ça va peut-être me permettre de partager des informations plus rapidement et d'avoir un delivery versus payment, donc un règlement versus livraison, qui se fait de manière quasi instantanée. Et Fireblocks, typiquement, propose ce genre de solution. Donc en fait, on peut participer à aider ces entreprises à justement ne pas se prendre le raz-de-marée potentiel à venir des États-Unis ou de pays en tout cas leaders, parce que ça pourrait tout à fait être aussi APAC, mais ils sont un peu en retard. Ils sont moins intéressés par l'Europe. Donc potentiellement des États-Unis, ou en tout cas ne pas attendre, même si c'était pas demain, ne pas attendre que ça vienne en 2026 ou en 2027 pour commencer à se réveiller, quoi. Ok, ça marche. Merci beaucoup Jérémy, ce sera le mot de la fin. Mais non, ce que je retiens, c'est que effectivement, sur le marché français, on va dire, est clairement plus petit que le marché américain. Que le marché américain, par contre, pourrait vraiment arriver en France très prochainement, et que ça pourrait vraiment créer une vraie concurrence. Ce qui va se passer aux États-Unis. Alors, quand l'épisode sera publié, on aura déjà le résultat des élections, mais selon ce résultat, ça pourra impacter clairement le marché français, et que, entre guillemets, il faut que les acteurs français prennent un peu l'ampleur de ce qui pourrait leur tomber dessus sur le sujet de la tokenisation. Il faut prendre ce sujet à bras le corps maintenant, quoi. Oui, et donc si tu me laisses encore une minute bien sûr. Une minute 30, parce que je sais que je suis bavard, mais pour clore là-dessus, en fait, il y a aujourd'hui la vision de Fireblocks, que je vais essayer d'enrichir très modestement de la mienne, c'est de se dire, il va y avoir un besoin au fur et à mesure qu'émergent justement ces solutions où des entreprises prendront une position de leader en s'appuyant sur la blockchain, mais donc du coup auront besoin de recréer des process, va émerger ce besoin impérieux de recréer l'uniformité de la monnaie. L'uniformité de la monnaie, c'est un concept très simple dans l'absolu, mais qu'on prend tous pour acquis, qui est de dire que, Gary, si je te donne 10 balles, tu sais que ces 10 euros valent 10 euros, quelle que soit la forme d'ailleurs sous lesquelles je te les donne. Donc moi, je peux te les donner en billets. Toi, tu vas les donner sous forme de pièces de 2 euros à ton boulanger, qui sait aussi que ça vaut 10 euros, qui lui va ensuite les déposer sous forme de chèque à la banque, et ensuite la banque fera un versement à une autre banque, et il y aura quelqu'un qui utilisera une carte de crédit. Mais tout le monde sait que ça vaut 10 euros. D'accord ? Et c'est garanti par un système centralisé, mais c'est garanti par un système qui donne de la confiance, avec une banque centrale au milieu. Maintenant, si tu penses à la blockchain, si tu penses aux actifs numériques, qui est ce tiers de confiance ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde sache que les 10 euros I euros que je te donne valent bien 10 I euros, et ainsi de suite, et donc que c'est garanti partout. Ouais. Et ça pourrait c'est soit le marché, soit justement le but implicite. Par exemple, la stablecoin, on sait que c'est son but. Exactement. Et en fait, c'est unifié du CBDC à la crypto, en passant par le stablecoin, les dépôts tokenisés, etc. Le reward asset et tout. C'est être capable de construire le fil qui va embrocher chaque perle, tu vois. Ouais. Et que tout le monde soit effectivement participe en confiance de cet effort-là. Donc en fait, Fireblocks, ça vise à amener, d'un point de vue technologique, puisqu'il n'y a que la technologie qui peut le garantir, d'un point de vue technologique, ça vise à amener de la confiance dans les opérations qui sont menées. Donc confiance en termes de sécurité, ce qui est extrêmement important,
C'est-à-dire comment est-ce que je m'assure que justement je suis le seul à bien mener mes opérations sans qu'il y ait de vecteurs d'attaque, enfin en éliminant au maximum les vecteurs d'attaque externes, donc des hacks, comme internes, c'est-à-dire bien évidemment des malveillances, mais aussi potentiellement juste des erreurs humaines, le gros doigt qu'on ne veut pas. Tout le monde connaît ça en front office. Donc ça c'est le premier point. Donc sécurité cyber et sécurité des opérations. Et ensuite c'est de s'assurer que je sais, j'ai l'assurance que je traite avec des contreparties qui sont légitimes sur des opérations qui sont légitimes. Et en fait, le côté contrepartie légitime, c'est extrêmement difficile. Donc le delivery versus payment vient participer à ça. Le fait que j'interagisse avec des exchanges sans envoyer mes fonds, mais que je les mets en pension, en collatéral, et que je ne suis qu'exposé au mark-to-market sur les différents exchanges, ça participe également, ça évite un FTX demain, où je perds les actifs. Le fait que quand je fais du staking, je n'ai pas envoyé dans la même logique les fonds vers le validateur qui ne fait que staker une position synthétique, etc., etc. Donc en fait, tout ça va participer de cette confiance, et Fireblocks le fait notamment au travers de son network, qui est le plus grand réseau, le plus grand écosystème de contreparties au monde. Aujourd'hui, il y a 2000 contreparties de tout niveau, mais principalement des grands fournisseurs de liquidités, qui sont dessus et qui, justement, permettent de donner cette confiance dans les échanges qu'il peut y avoir. Maintenant, si je peux ou conclure sur ma propre vision de ma petite personne, j'ai la chance depuis quelques mois de travailler également sur l'Asie centrale. Ok. Donc les pays en stand, en gros les pays, on va dire, frontaliers ou voisins de la mer Caspienne, pour faire simple. Donc également Azerbaïdjan, Géorgie, tout ça. En fait, c'est passionnant, notamment avec le Kazakhstan. C'est passionnant parce qu'on a là un marché émergent qui est complètement un white space. Enfin, je veux dire, il n'y a personne. Tu vois. On a là un marché émergent, et ce marché-là, il s'est déjà très organisé. Alors, il y a peut-être un côté un peu soviétique qui joue, mais il est déjà extrêmement organisé. Ils ont répliqué le centre financier d'Abu Dhabi, le ADGM, en Astana International Financial Center, AIFC. À l'intérieur, ils ont mis un régulateur, l'AFSA. Ils ont dit, voilà, on va réguler 100 entités qui vont travailler, autour des 3000 qui font partie de l'AIFC, qui vont travailler sur les actifs numériques. Généralement, c'est très top-down, donc du coup, il y a une prise de participation où il y a une forme de supervision gouvernementale dedans. Donc, ils ont une direction qui est tracée. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils essayent progressivement de construire toute cette uniformité de la monnaie et de faire avancer tout le monde au même rythme. Okay. Donc, ça mettra 5 ans, ça mettra 10 ans, peu importe, mais ils vont y arriver. Et comme c'est une société qui est... Le Kazakhstan, c'est immense comme pays. Et que, finalement, un peu comme on peut le voir dans d'autres pays émergents, je pense notamment en Afrique, où c'est pas aussi structuré ce qu'on voit chez nous. Donc, typiquement, il n'y a pas une banque à chaque coin de rue ou un distributeur de billets. Du coup, ils squeezent cette partie-là pour aller tout de suite vers de la digitalisation. Donc, il y a une rupture qui est inhérente et qui se fait à marche forcée. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que justement, eux sont obligés de trouver une solution s'ils veulent exister sur une carte mondiale et pour le Kazakhstan devenir le hub, en l'occurrence, des cryptos ou des actifs numériques entre l'Asie-Pacifique, Russie-Chine, et Middle East, principalement les Émirats bien sûr, et potentiellement l'Europe. Et donc être un peu une plaque tournante, réglementée, tout en conformité avec les attentes mondiales. Mais du coup, on a aussi, je pense, des leçons, des enseignements à tirer, à regarder comment est-ce que des marchés émergents aujourd'hui se structurent autour des actifs numériques. Ouais. Parce que justement, ils mettent dans la seringue absolument tout le monde, en prenant des pilotes, des entreprises pilotes, et en leur faisant mettre en place j'allais dire des milestones qui sont attendus par la population et qu'ils testent à grande échelle très vite pour pouvoir avancer avec des financements qui sont pensés
de sorte que chaque entreprise puisse trouver les ressources nécessaires à le faire. Ouais, donc une régulation un peu plus co-construite avec des entreprises du secteur plutôt que de dire ok, ça va se passer comme ça et je vous impose un peu ces règles. Exactement. Après, c'est pas un appel non plus à faire de la France une dictature, mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas, le fait de se fonder autour d'un centre névralgique comme le Astana International Financial Center, je trouve que c'est hyper intéressant parce que toutes les entreprises peuvent collaborer. C'est un peu comme si on disait ici, où on prenait un station F sur lequel le gouvernement avait réussi à injecter beaucoup d'argent, enfin, c'était quelque chose de très stratégique, et dans lequel on allait retrouver non pas 100 ou quelques centaines d'entreprises, mais 3000 de toute taille et potentiellement internationales, et avec des focus par segment, donc on peut y avoir l'IA, il peut y avoir d'autres choses, mais aussi sur les cryptos, et un cadre qui fait que chaque entreprise vient collaborer pour avancer selon une grille qui a déjà été établie et acceptée par tous. Ok, intéressant comme modèle. Ça marche. Merci beaucoup Jérémy, ce sera le mot de la fin. On mettra des informations en description concernant Fireblocks et après on peut te contacter, j'imagine, sur LinkedIn pour... Volontiers. Yes. Merci à toi. Merci à toi.